1847, dans un entrepôt du port de Lourenço Marques, un marchand d'esclaves découvrit dans ses registres un nom qui le fit blêmir. Pendant 3 semaines, il avait gardé, nourri et finalement vendu comme simple captif de guerre un homme qui portait sur sa peau les cicatrices rituelles de la lignée royale zoulou. Quand il comprit ce qu'il avait fait, il était déjà trop tard. Le navire avait levé l'ancre, et dans les collines, on disait que les guerriers zoulous cherchaient leur prince disparu. Alors, si cette histoire vous intrigue déjà, abonnez-vous à cette chaîne et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez. Votre soutien nous aide à continuer de déterrer ces récits oubliés de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter est celle d'un homme qui croyait maîtriser son commerce mieux que quiconque, qui pensait connaître la valeur de chaque être humain qu'il achetait et revendait. Un homme méticuleux, organisé, qui tenait des registres précis de chaque transaction. Mais dans son arrogance, il n'avait jamais imaginé qu'un jour, parmi les centaines de visages anonymes qui passaient entre ses mains, se cacherait quelqu'un dont la disparition pourrait déclencher une guerre. Quelqu'un dont le sang portait un poids que ni chaîne ni fouet ne pouvaient effacer. La baie de Lourenço Marques, sur la côte orientale d'Afrique, vivait alors dans une tension permanente. Nous étions au milieu du XIXe siècle, une époque où les empires européens resserraient leur étreinte sur le continent, où les anciennes routes commerciales arabes croisaient les ambitions portugaises, britanniques et hollandaises. La traite atlantique officielle des esclaves touchait à sa fin dans la plupart des nations occidentales. Mais ici, dans ces eaux tièdes où les dhows arabes côtoyaient les caravelles portugaises, le commerce continuait sous d'autres noms. Contrats de travail, recrutement forcé, déportation de prisonniers de guerre. Les mots changeaient, mais la réalité demeurait. La région était un carrefour dangereux où se mêlaient culture, langue et intérêts contradictoires. Au nord, le puissant empire zoulou consolidait son territoire après les guerres dévastatrices du Mfekan, cette période de bouleversement qui avait redessiné la carte politique de l'Afrique australe. Au sud, les colonies britanniques du Cap et du Natal s'étendaient inexorablement. Entre les deux, une zone grise où opéraient marchands, aventuriers, déserteurs et opportunistes de toutes origines. C'est dans ce contexte que Willem van der Berg avait établi son entreprise. Hollandais d'origine, il avait quitté la colonie du Cap 20 ans auparavant, après un scandale dont personne ne parlait plus. Il s'était installé à Lourenço Marques sous protection portugaise, obtenant les licences nécessaires grâce à des pots de vin généreux et des connexions avec des fonctionnaires corrompus. Son entrepôt, un bâtiment massif en pierre près du port, servait de point de transit pour des centaines de captifs chaque année. Van der Berg ne se considérait pas comme un négrier. Il se voyait comme un homme d'affaires, un intermédiaire nécessaire dans un monde en mutation. Il achetait des prisonniers de guerre aux chefs locaux, des débiteurs insolvables, des condamnés, des orphelins. Il les revendait aux plantations de sucre de l'île Maurice, aux mines de diamants qui commençaient à s'ouvrir dans l'intérieur, aux propriétaires terriens du Brésil qui contournaient les lois d'abolition. Il tenait des registres impeccables, payait ses taxes, évitait les complications politiques. Dans sa tête, il n'était qu'un rouage dans une machine économique plus vaste. L'entrepôt lui-même reflétait cette vision ordonnée et bureaucratique de l'horreur. Au rez-de-chaussée, une série de cellules où les captifs attendaient d'être examinés, évalués, vendus. À l'étage, les bureaux de Van der Berg, avec leurs registres soigneusement tenus, leurs contrats en plusieurs langues, leurs cartes maritimes indiquant les routes commerciales. Dans la cour intérieure, une forge où l'on fabriquait les chaînes, un puits, une cuisine où l'on préparait la bouillie de maïs et de manioc qui constituait l'unique repas quotidien des prisonniers. Van der Berg employait une quinzaine de personnes. Des gardes armés, pour la plupart des métis portugais et africains, des hommes durs qui ne posaient pas de questions. Un contremaître nommé João Santos, ancien soldat qui gérait les opérations quotidiennes avec une efficacité brutale. Un scribe,
un certain Raoul, qui assistait Van der Berg dans la tenue des registres, et des informateurs, tout un réseau de contacts qui le tenait informé des opportunités d'achat, des mouvements de troupes, des rumeurs qui couraient dans l'arrière-pays. Chaque semaine, le mercredi, Van der Berg organisait une vente aux enchères réservée aux acheteurs réguliers, des planteurs, des capitaines de navires, des agents de compagnies minières. Les transactions se faisaient rapidement, professionnellement, avec des poignées de main et des signatures au bas de documents légaux. Personne ne parlait d'esclaves. On parlait de travailleurs sous contrat, de main-d'œuvre africaine, de déportés. Les euphémismes permettaient aux consciences de dormir tranquilles. L'homme qui dirigeait cette entreprise était méthodique jusqu'à l'obsession. La cinquantaine avancée, le visage buriné par le soleil africain, les cheveux grisonnants tirés en arrière, Van der Berg portait toujours des vêtements impeccables malgré la chaleur. Chemise blanche, gilet sombre, pantalon de toile. Il ne buvait pas, ne jouait pas aux cartes, ne fréquentait pas les tavernes du port. Il vivait seul dans une maison modeste près de l'entrepôt, consacrant chaque heure de veille à son commerce. Mais derrière cette façade d'ordre et de respectabilité, Van der Berg portait une anxiété sourde. Il savait que son activité dépendait d'un équilibre fragile. Trop d'attention des autorités britanniques et il pourrait se retrouver accusé de traite illégale. Trop de violence envers les captifs et des révoltes pouvaient éclater. Trop de négligence dans la sélection de ses produits et sa réputation pourrait souffrir. Il marchait sur une corde raide et il le savait. C'est cette anxiété qui le poussait à être si minutieux dans ses procédures. Chaque nouveau captif était examiné médicalement pour éviter d'introduire des maladies dans l'entrepôt. Chaque transaction était documentée avec nom, origine supposée, prix d'achat, prix de vente. Van der Berg conservait même des dessins approximatifs des marques tribales ou cicatrices distinctives, au cas où des questions se poseraient plus tard. Cette documentation, pensait-il, le protégeait. Elle prouvait qu'il opérait dans les règles, aussi sordides soient-elles. C'est au début du mois de mars 1847 qu'un groupe inhabituel arriva à l'entrepôt. Van der Berg l'attendait. Il avait été contacté 2 semaines auparavant par un intermédiaire, un certain Ferreira, qui lui avait parlé d'une opportunité exceptionnelle. Une bande de chasseurs d'esclaves portugais et africains avait capturé un groupe de guerriers zoulous lors d'un raid près de la frontière du Natal. 23 hommes, tous jeunes, tous en excellentes conditions physiques. Des spécimens de première qualité qui se vendraient au meilleur prix. Van der Berg avait accepté l'affaire après négociation. Le prix était élevé, mais justifié. Les guerriers zoulous avaient une réputation de force et d'endurance. Ils feraient d'excellents travailleurs dans les plantations ou les mines. Il avait payé d'avance comme l'exigeait Ferreira et attendu l'arrivée de la cargaison humaine. Quand les captifs furent amenés dans la cour de l'entrepôt, enchaînés et épuisés par plusieurs jours de marche forcée, Van der Berg les examina avec son œil professionnel habituel. Ils correspondaient à la description. Jeunes, musclés, portant les cicatrices et scarifications typiques des guerriers zoulous. Certains avaient des blessures récentes, mal soignées, qui témoignaient de leur capture violente. Tous affichaient une expression de défi et de rage contenue. Van der Berg nota particulièrement l'un d'entre eux, plus grand que les autres, la trentaine, avec une présence qui attirait naturellement le regard. Son corps portait des cicatrices rituelles plus élaborées que celles de ses compagnons. Des motifs géométriques sur les épaules, des lignes parallèles sur le torse. Son regard était différent aussi. Pas de peur, pas même de colère visible. Quelque chose de plus profond, de plus froid. Une sorte de certitude tranquille. « Celui-là, c'est leur chef ?» demanda Van der Berg à Ferreira en portugais. L'intermédiaire haussa les épaules. Peut-être un capitaine de guerre. Il l'appelait quelque chose comme Nkosi ou Inkosi pendant le transport. Mais ils appellent tous leurs supérieurs comme ça veut dire chef ou seigneur dans leur langue. Van der Berg hocha la tête. Le titre ne le préoccupait pas. Dans les structures militaires zoulous, il y avait des dizaines de rangs et de titres. Chaque régiment avait ses commandants. Ce guerrier était probablement un de ses officiers subalternes, rien de plus.
Il valait peut-être un peu plus cher à la revente. Voilà tout. Les 23 hommes furent enfermés dans une section séparée de l'entrepôt. Vanderberg donna des instructions strictes à João Santos. Ces captifs étaient dangereux, dressés au combat depuis l'enfance. Double garde la nuit, pas de regroupement de plus de 5 individus à la fois dans la cour, surveillance constante. Les chaînes devaient être vérifiées 2 fois par jour. Dans les jours qui suivirent, Vanderberg observa que le groupe se comportait différemment des autres captifs. Il ne se plaignait pas, ne suppliait pas, ne tentait pas de communiquer avec les gardes. Ils restaient silencieux, dignes, comme s'ils attendaient quelque chose. Le grand guerrier aux cicatrices élaborées semblait être le point focal de cette discipline silencieuse. Quand il regardait quelqu'un, les autres suivaient son regard. Quand il acceptait la nourriture, les autres mangeaient. C'était subtil mais clair pour quiconque savait observer. João Santos le remarqua aussi. Ces Zoulous sont différents des autres, patron. Ils font peur aux gardes. Ils ne font rien de mal, mais leur façon de nous regarder, c'est comme s'ils attendaient leur moment. Vanderberg balaya l'inquiétude. Ils sont enchaînés, désarmés, affaiblis. Qu'est-ce qu'ils pourraient me faire? Dans 2 semaines, ils seront dispersés aux 4 coins de l'océan. Garde-les simplement sous surveillance jusqu'à la vente. Mais quelque chose dans cette situation le dérangeait. C'était subtil, presque imperceptible. Une tension dans l'air, une qualité particulière dans le silence de ces hommes. Vanderberg avait vu des centaines de captifs passer par son entrepôt. Des hommes brisés, désespérés, furieux, résignés. Mais jamais cette patience froide, cette discipline absolue. C'était comme s'ils n'étaient pas vraiment prisonniers dans leur esprit, comme s'ils jouaient un rôle en attendant que quelque chose se produise. La vente était prévue pour le mercredi suivant. Vanderberg avait déjà des acheteurs intéressés. Un propriétaire de plantation de l'île Maurice cherchait une 20aine de travailleurs robustes. Un agent d'une compagnie minière voulait une 12aine d'hommes pour les nouvelles excavations près de Kimberley. Les guerriers Zoulous seraient dispersés, séparés, envoyés vers des destinations lointaines où leur cohésion de groupe n'aurait plus aucune importance. Le mardi soir, la veille de la vente, Vanderberg fit sa ronde habituelle dans l'entrepôt. Il aimait vérifier personnellement que tout était en ordre avant une transaction importante. Il passa devant les cellules, nota les noms dans son registre, vérifia que les gardes étaient à leur poste. Quand il arriva devant la section où étaient enfermés les guerriers Zoulous, il s'arrêta. Le grand homme aux cicatrices élaborées se tenait debout près des barreaux, malgré l'heure tardive. Leurs regards se croisèrent. L'homme parla dans un mélange de zoulou et de quelques mots de portugais qu'il avait dû apprendre pendant sa captivité. « Tu vends, homme. Tu ne sais pas qui tu vends. » Sa voix était calme, sans menace apparente, mais quelque chose dans son ton fit frissonner Vanderberg. Il y avait une certitude absolue dans ses mots, comme une prophétie. Vanderberg répondit en portugais, sachant que l'homme ne comprendrait probablement pas tout. « Je sais exactement ce que je fais. Vous êtes des prisonniers de guerre, c'est légal. Demain, vous aurez de nouveaux maîtres, et cette affaire sera close. » L'homme continua de le fixer, puis il dit quelque chose en zoulou, une phrase longue et complexe. Vanderberg ne comprit rien, mais le ton était celui d'une déclaration formelle. Autour du grand guerrier, ses compagnons s'étaient levés et se tenaient immobiles, comme des témoins silencieux d'un moment important. Vanderberg tourna les talons, mal à l'aise. Il se dit que c'était ridicule d'être intimidé par un prisonnier enchaîné. Mais en remontant vers son bureau, il ne put s'empêcher de ressentir une inquiétude sourde. Quelque chose n'allait pas, mais il ne savait pas quoi. Cette nuit-là, il eut du mal à dormir. Dans ses rêves fragmentés, il voyait des régiments de guerriers zoulous, leurs boucliers ovales et leurs lances courtes, avançant en formation parfaite vers son entrepôt. Il se réveilla plusieurs fois en sueur, l'impression d'entendre des tambours de guerre dans le lointain. Le mercredi matin, la vente se déroula comme prévu. Les acheteurs arrivèrent à l'heure, examinèrent la marchandise, négocièrent les prix. Les 23 guerriers zoulous furent répartis entre 3 acheteurs différents.
Le grand homme aux cicatrices élaborées fut acheté par un capitaine de navire nommé Henderson, un Britannique qui transportait régulièrement des travailleurs contractuels vers les plantations de sucre de l'île Maurice. 8 de ses compagnons partirent avec lui. Les autres furent divisés entre le propriétaire terrien et l'agent de la compagnie minière. Van der Berg encaissa les paiements, signa les documents de transfert, fit les entrées dans ses registres. Transaction numéro 347 de l'année. Tout était en ordre. Les acheteurs partirent avec leurs acquisitions. Le navire du capitaine Henderson devait lever l'ancre le soir même pour profiter de la marée. Dans son bureau, Van der Berg compta ses profits. L'affaire avait été excellente. Le prix de vente dépassait largement le coût d'achat, même après les frais de détention et de nourriture. Il nota soigneusement les détails dans son grand registre relié de cuir. Date, nom des acheteurs, nombre de captifs, montant. À côté du nom du grand guerrier, il écrivit simplement « Captif Zoulou, cicatrice rituelle élaborée, environ 30 ans, vendue à Henderson pour transport vers Maurice. » Le soir venu, Van der Berg se permit un verre de Porto, chose rare chez lui. Il se sentait soulagé. Cette transaction l'avait rendu nerveux d'une façon qu'il ne parvenait pas à expliquer, et maintenant c'était terminé. Les guerriers Zoulous étaient partis. Le navire d'Henderson voguait vers l'est. Dans quelques jours, ces hommes seraient dispersés dans des plantations différentes et leur cohésion de groupe serait brisée à jamais. Ils ne savaient pas encore qu'au même moment, à plus de 300 kilomètres au sud, un régiment entier de guerriers zoulous commençait à se rassembler à la frontière du Natal. Des messagers couraient entre les kraals, portant un message urgent. Un homme important avait disparu, un homme dont le sang était royal. Et des rumeurs circulaient qu'il avait été vu parmi des captifs, enchaînés, traînés vers le nord en direction de Lourenço Marques. Les premières nouvelles arrivèrent à Van der Berg une semaine plus tard, mais il n'y prêta pas attention. Un de ses informateurs, un commerçant qui voyageait régulièrement dans l'intérieur, mentionna en passant qu'il y avait une agitation inhabituelle chez les Zoulous. Des mouvements de troupes, des rassemblements. Mais c'était courant, expliqua l'informateur. Les Zoulous étaient toujours en conflit avec quelqu'un, que ce soit les Britanniques, les Boers ou d'autres tribus africaines. Van der Berg n'y pensa plus. Il était occupé par une nouvelle livraison de captifs, des femmes et des enfants cette fois, capturés lors d'une razzia dans un village de l'intérieur. Il gérait les aspects logistiques, organisait la prochaine vente, correspondait avec des acheteurs potentiels. Mais João Santos, son contremaître, semblait préoccupé. Il vint voir Van der Berg un matin, 2 semaines après la vente des guerriers Zoulous. « Patron, les gardes parlent. Il y a des rumeurs étranges qui circulent au port. » Van der Berg leva les yeux de ses registres. « Quel genre de rumeurs ?»« On dit que les Zoulous cherchent quelqu'un. Un de leurs chefs de guerre. Ou un prince peut-être. Il aurait été capturé par des chasseurs d'esclaves il y a 1 mois. Les Zoulous interrogent tous les marchands, tous les transporteurs. Ils offrent une récompense pour des informations. » Van der Berg sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Un prince? C'est impossible. Les princes Zoulous ne se baladent pas seuls dans la brousse pour se faire capturer. João haussa les épaules. C'est ce que disent les rumeurs. Apparemment, il y avait eu une dispute dans la famille royale. Ce prince ou chef, ou peu importe son titre, s'était exilé volontairement avec un groupe de ses fidèles. Une affaire d'honneur. Mais maintenant, la situation politique a changé. On a besoin de lui pour des négociations avec les Britanniques. Et quand ils ont voulu le rappeler, ils ont découvert qu'il avait disparu. Van der Berg se leva brusquement. « Attendez, vous parlez de combien d'hommes dans son groupe ?» Les rumeurs parlent de 20, 25 guerriers. Le sang de Van der Berg se glaça. 23. Il avait acheté 23 guerriers zoulous. Il se précipita vers son registre, feuilleta frénétiquement les pages jusqu'à trouver l'entrée correcte. Là, écrit de sa propre main, 23 captifs zoulous achetés à Ferreira, 1er mars 1847. Il relut ses notes. Rien n'indiquait quoi que ce soit d'inhabituel,
À part cette observation sur le grand guerrier avec les cicatrices élaborées. Ces cicatrices. Vanderberg n'était pas expert en marquage tribaux zoulous, mais il savait que certains motifs étaient réservés à la noblesse, à certaines lignées spécifiques. « Il me faut plus d'informations », dit-il à João. « Trouvez-moi tout ce que vous pouvez sur cette histoire. Nom, description, tout. Et surtout, découvrez si quelqu'un a donné mon nom aux Zoulous. » Dans les jours suivants, Vanderberg vécut dans l'anxiété. Il continua ses activités normales, mais une part de son esprit ne cessait de tourner autour de cette possibilité terrifiante. Et si c'était vrai? Et s'il avait vraiment vendu un membre de la famille royale Zoulou? Il essaya de se rassurer. Même si c'était le cas, quel risque courait-il? Les Zoulous ne pouvaient pas l'atteindre ici, sous protection portugaise. Et de toute façon, l'homme était déjà loin, en route vers l'île Maurice. Impossible à récupérer maintenant. L'affaire était close. Mais au fond de lui, Vanderberg savait que rien n'était jamais vraiment clos en Afrique. Les rancunes duraient des générations. Les dettes de sang ne s'effaçaient pas. Et les Zoulous étaient connus pour leur mémoire longue et leur sens aigu de la justice. Si cette révélation vous donne des frissons, n'hésitez pas à liker cette vidéo et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez qu'il va arriver à Vanderberg. João revint une semaine plus tard avec des informations plus précises. Il avait parlé à plusieurs sources, recoupé les histoires, et le portrait qui émergeait était glaçant. L'homme que Vanderberg avait vendu s'appelait Makanda. C'était un fils cadet du précédent roi Zoulou, un demi-frère du roi actuel. Il n'était pas en ligne directe pour le trône, mais son sang était indéniablement royal. Quelques années auparavant, lors d'une dispute de succession complexe, Makanda avait choisi l'exil plutôt que de participer à une guerre civile fratricide. Il était parti avec ses fidèles, une vingtaine de guerriers d'élite, et s'était installé dans une région frontalière, vivant de chasse et de raids occasionnels. Mais récemment, la situation avait changé. Les Britanniques intensifiaient leur pression sur le royaume zoulou. Des négociations délicates étaient en cours. Le roi actuel avait besoin de tous les membres influents de la famille royale pour présenter un front uni face aux Européens. Des émissaires avaient été envoyés pour convaincre Makanda de revenir. Quand ces émissaires étaient arrivés au campement de Makanda, ils l'avaient trouvé vide. Des traces de lutte, des armes abandonnées, des signes d'une attaque surprise. En suivant les pistes, ils avaient découvert des témoins dans des villages proches. Un groupe de chasseurs d'esclaves, probablement portugais et africains, avait capturé Makanda et ses hommes dans une embuscade nocturne. Les captifs avaient été traînés vers le nord. Depuis lors, les Zoulous cherchaient. Des guerriers avaient été envoyés pour suivre la piste. Des espions interrogeaient les marchands. Une récompense considérable avait été offerte. Mais la piste s'était perdue quelque part près de la côte. « Patron », dit João d'une voix grave, « si c'est vraiment ce prince que vous avez vendu, nous avons un problème. » Un très gros problème. Vanderberg resta silencieux un long moment. Puis il demanda, « Ferreira. Où est Ferreira ?»« Disparu. Personne ne l'a vu depuis la transaction. Il a quitté Lourenço Marques le lendemain de la livraison des captifs. » Vanderberg jura. Ferreira avait su. Il avait su qui étaient ces captifs. Et c'est pour ça qu'il avait exigé un paiement immédiat et qu'il avait disparu. Il avait refilé le problème à Vanderberg, et maintenant c'était lui qui devrait faire face aux conséquences. « Et Henderson ?» demanda Vanderberg. « Le capitaine qui a acheté Makanda ? Son navire est arrivé à Maurice il y a 10 jours. Les captifs ont été débarqués et vendus aux enchères là-bas. Makanda a été acheté par un propriétaire de plantation nommé De Souza. Une grande exploitation dans le nord de l'île. » Vanderberg se prit la tête entre les mains. La situation était pire qu'il ne l'imaginait. Makanda n'était pas simplement loin, il était sur une île, dans une plantation, probablement sous un faux nom, impossible à localiser sans enquête approfondie. Et même si quelqu'un retrouvait sa trace, comment le libérer? Le propriétaire avait des documents légaux prouvant son achat. Il faudrait une action en justice complexe, ou pire, une intervention violente. Dans les jours suivants, Vanderberg essaya de maintenir une apparence de normalité, mais il ne dormait presque plus.
Chaque bruit nocturne le faisait sursauter. Chaque visiteur inconnu à l'entrepôt était un danger potentiel. Il doubla les gardes, fit installer de meilleurs verrous, commença à envisager de déménager son commerce vers une autre ville. Puis, un matin, un événement étrange se produisit. Un homme se présenta à l'entrepôt, demandant à parler à Vanderberg. Il était grand, la peau sombre, vêtu d'un mélange de vêtements européens et africains. Il parlait un portugais parfait, avec un accent indéterminé. « Monsieur Vanderberg, je viens au nom de personnes intéressées par certaines transactions que vous avez effectuées récemment. » Vanderberg le reçut dans son bureau, la main posée sur le pistolet chargé qu'il gardait maintenant constamment dans un tiroir. « De quelle transaction parlez-vous » L'homme sourit. « Ne jouons pas à ce jeu. Vous savez très bien de quoi je parle. Le groupe de guerriers Zoulous que vous avez acheté en mars. 23 hommes. L'un d'eux avait des cicatrices particulières sur les épaules et le torse. » Vanderberg ne dit rien, attendant la suite. « Mes employeurs voudraient savoir où se trouve cet homme maintenant. Ils sont prêts à payer généreusement pour cette information et pour votre discrétion concernant toute cette affaire. Qui sont vos employeurs ?» L'homme haussa les épaules. « Des gens qui préfèrent rester anonymes, disons simplement qu'ils ont un intérêt personnel dans le bien-être de cet individu. » Vanderberg comprit immédiatement. C'était un agent, probablement au service du royaume Zoulou, ou peut-être d'intermédiaires britanniques ou portugais qui jouaient leur propre jeu dans cette affaire. L'important était qu'ils offraient de l'argent et la promesse de discrétion. Vanderberg hésita. Il pouvait donner l'information, encaisser l'argent, et espérer que tout se règle sans qu'il soit davantage impliqué. Ou il pouvait mentir, nier, et espérer que l'affaire disparaisse d'elle-même. Cet homme a été vendu à un capitaine de navire britannique nommé Henderson. Le navire est parti pour l'île Maurice. Je ne sais rien de plus. L'agent hocha la tête. Maurice. C'est un début. Avez-vous d'autres détails? Un nom de plantation? Un acheteur spécifique? Vanderberg secoua la tête. Henderson revendait ses captifs aux enchères à Maurice. Je n'ai aucun moyen de savoir qui les a achetés ensuite. C'était un mensonge. Vanderberg entretenait des contacts réguliers avec plusieurs marchands de Maurice. Il pourrait obtenir l'information s'il le voulait, mais quelque chose le retenait de trop en dire. L'agent déposa une bourse lourde sur le bureau. « Pour votre coopération jusqu'ici. Si vous apprenez quoi que ce soit d'autre, faites-le moi savoir. » Il laissa une adresse, un entrepôt près du port. Après son départ, Vanderberg ouvrit la bourse. De l'or. Beaucoup d'or. Plus qu'il ne gagnait en un mois de transactions normales. Mais cet argent avait un goût amer. C'était le prix de son implication dans une affaire qui le dépassait complètement. Dans les semaines qui suivirent, Vanderberg essaya d'obtenir discrètement plus d'informations sur le destin de Maconda. Il écrivit à des contacts à Maurice sous des prétextes commerciaux, posant des questions apparemment innocentes sur les dernières ventes aux enchères, les nouveaux arrivages de travailleurs. Les réponses qu'il reçut le glacèrent. Oui, un lot de travailleurs zoulous était arrivé sur le navire d'Henderson début avril. Ils avaient été vendus rapidement car les Zoulous avaient une excellente réputation. Un grand homme avec des cicatrices distinctives avait été acheté par Armand de Souza, propriétaire d'une des plus grandes plantations de sucre de l'île. De Souza l'avait payé un prix élevé, car l'homme semblait fort et en bonne santé malgré le voyage. Mais il y avait autre chose. Plusieurs lettres mentionnaient des incidents sur la plantation de Souza. Rien de très clair, mais des rumeurs couraient. Un des nouveaux travailleurs zoulous causait des problèmes. Pas de rébellion ouverte, mais une attitude de défi, une influence sur les autres travailleurs. De Souza avait dû augmenter la surveillance, séparer certains captifs pour briser les alliances. Vanderberg comprit que Maconda ne se soumettait pas. Même enchaîné, même réduit en esclavage, il conservait sa dignité, son autorité naturelle. C'était à la fois admirable et terrifiant. Un homme comme ça ne pouvait pas être brisé par la simple force. Il fallait le briser psychologiquement, spirituellement, ou alors il finirait par créer de vrais problèmes.
En juillet 1847, 4 mois après la vente, Van der Berg reçut une nouvelle visite. Cette fois, ce n'était pas l'agent mystérieux, mais un officier britannique en uniforme, accompagné de 2 soldats. Le major Thornton, responsable des relations avec les tribus indigènes pour le gouvernement colonial du Natal, avait des questions. Des questions très précises sur un groupe de guerriers zoulous qui avaient transité par l'entrepôt de Van der Berg. « Nous avons des raisons de croire, » dit Thornton avec une froideur professionnelle, qu'un individu d'importance politique considérable a été illégalement capturé et vendu comme esclave. Cette affaire pourrait avoir des répercussions diplomatiques graves. Le royaume zoulou menace de représailles si leur prince n'est pas retrouvé et libéré. Van der Berg sentit la sueur perler sur son front. « Major, je tiens un commerce légal. Je ne pose pas de questions sur l'identité de mes travailleurs sous contrat. Je reçois des captifs de guerre, je les revends. Tout est documenté. » Thornton posa un regard dur sur Van der Berg. « Captifs de guerre. Vous utilisez ce terme bien facilement. Dites-moi, avez-vous vérifié que ces hommes étaient vraiment des prisonniers de guerre légitimes, ou avez-vous simplement fermé les yeux parce que c'était profitable ?» Van der Berg ne répondit pas. Ils savaient tous deux que la question était rhétorique. « Où est cet homme maintenant ?» demanda Thornton. « Île Maurice, vendu à un propriétaire de plantation nommé de Souza. » Thornton nota l'information. « Des preuves documentaires ?» Van der Berg sortit ses registres, montra les entrées pertinentes. Date, nom, montant. Tout était là, noir sur blanc. La preuve de sa culpabilité administrative, mais aussi de son respect des procédures bureaucratiques qui le protégeaient légalement. « Ces documents seront saisis comme preuve, » dit Thornton, « et je vous conseille vivement, monsieur Van der Berg, de coopérer pleinement avec toute enquête future. Les gouvernements britanniques et portugais prennent cette affaire très au sérieux. Si ce prince zoulou meurt en captivité, ou si nous ne pouvons pas le localiser rapidement, les conséquences pourraient être graves pour tout le monde. » Après le départ des Britanniques, Van der Berg s'effondra dans son fauteuil. La situation était en train de lui échapper complètement. Ce qui avait commencé comme une simple transaction commerciale se transformait en incident diplomatique international. Les Zoulous voulaient leur prince, les Britanniques voulaient éviter une guerre. Les Portugais ne voulaient pas de problème avec les Britanniques. Et lui, Van der Berg, était coincé au milieu. Il comprit qu'il devait agir. S'il ne faisait rien, il deviendrait le bouc émissaire de toute cette affaire. On le blâmerait pour avoir créé une crise diplomatique. Son commerce serait détruit et peut-être même serait-il arrêté. Van der Berg écrivit une longue lettre à de Souza à Maurice. Il expliquait la situation aussi délicatement que possible. L'homme que de Souza avait acheté n'était pas un simple travailleur. C'était un membre de la famille royale zoulou. Sa détention illégale causait des tensions diplomatiques graves. Van der Berg suppliait de Souza de libérer cet homme, de le remettre aux autorités britanniques qui organiseraient son rapatriement. En échange, Van der Berg offrait de rembourser le prix d'achat, plus des compensations généreuses pour les inconvénients causés. C'était une somme énorme qui représenterait plusieurs mois de profit, mais Van der Berg était désespéré. La réponse de Souza arriva 3 semaines plus tard. Elle était brève et sans ambiguïté. « Monsieur Van der Berg, j'ai payé un prix légal pour un travailleur légitime. J'ai des documents en règle prouvant ma propriété. Les histoires sur son supposé statut royal ne m'intéressent pas. Si les autorités britanniques ou zoulous veulent cet homme, qu'elles entament des procédures légales appropriées. En attendant, il reste ma propriété et travaille dans mes champs. Vos offres de compensation sont refusées. Ne me contactez plus à ce sujet. » Van der Berg lut et relut cette lettre avec un sentiment de désespoir croissant. De Souza ne comprenait pas ou refusait de comprendre l'énormité du problème. Il se cramponnait à ses droits légaux sans voir la tempête politique qui se formait. En septembre, les nouvelles devinrent plus sombres. Un autre informateur de Van der Berg, un marchand qui naviguait régulièrement entre la côte africaine et les îles de l'océan Indien, lui raconta une histoire inquiétante. Il y avait eu un incident grave à la plantation de Souza. Un soir, plusieurs travailleurs avaient tenté de s'échapper.
L'évasion avait été réprimée brutalement. 3 hommes avaient été abattus. Les autres, y compris le grand Zoulou aux cicatrices rituelles, avaient été fouettés publiquement comme avertissement. Mais ce n'était pas tout. Après les fouettages, alors que de Souza pensait avoir rétabli l'ordre, quelque chose d'étrange s'était produit. Le Zoulou, le dos encore sanglant des coups de fouet, s'était levé et avait parlé, pas en supplication ou en imprécation. Il avait parlé calmement dans un mélange de Zoulou et de français approximatif qu'il avait appris. Il avait dit son nom, Makanda Ka Senzanga Kona, fils de Senzanga Kona, de la lignée des rois Zoulous. Il avait décrit sa capture, son transport, sa vente, il avait nommé Van der Berg. Et il avait prononcé ce qui ressemblait à une malédiction ou une prophétie. Celui qui vend un roi mourra sans paix. Celui qui enchaîne un prince verra ses chaînes se refermer sur lui. Mon peuple me cherche, ils me trouveront. Et ce jour-là, chaque homme qui a touché à ma liberté paiera le prix du sang. De Souza, selon le marchand, avait ri de ces paroles. Il avait traité Makanda de fou, de menteur, d'imposteur. Mais plusieurs témoins européens présents avaient été frappés par la dignité et la conviction de l'homme. Certains avaient commencé à se poser des questions. Et si c'était vrai, des lettres avaient été envoyées aux autorités coloniales de Maurice. Des enquêtes discrètes avaient commencé. Mais les bureaucraties coloniales étaient lentes et de Souza avait des connexions politiques qui compliquaient les choses. Van der Berg, en entendant ce récit, sentit le poids de la culpabilité s'abattre sur lui. Makanda souffrait. Il était fouetté, humilié, réduit à un travail brutal dans les champs de canne à sucre. Et tout ça parce que Van der Berg avait fermé les yeux, avait choisi de ne pas poser de questions, avait préféré le profit à la prudence. Pour la première fois de sa vie, Van der Berg se demanda si ce qu'il faisait était vraiment justifiable. Il s'était toujours dit qu'il n'était qu'un intermédiaire, qu'il ne faisait que faciliter des transactions qui auraient eu lieu de toute façon. Mais maintenant, confronté aux conséquences concrètes de ses actions, il ne pouvait plus se cacher derrière ses rationalisations. En octobre, un navire de guerre britannique accosta à Lourenço Marques. Son commandant, le capitaine Winslow, avait des ordres directs de Londres. L'affaire Makanda était devenue une priorité diplomatique. Le gouvernement britannique voulait éviter une guerre avec les Zoulous, qui étaient déjà assez agités par d'autres griefs. Si Makanda pouvait être localisé et libéré, cela démontrerait la bonne volonté britannique et faciliterait les négociations en cours. Winslow convoqua Van der Berg à bord de son navire. L'entretien fut brutal et sans détour. « Monsieur Van der Berg, vous êtes directement responsable de cette crise. Votre négligence, votre cupidité ont mis en danger les relations entre l'Empire britannique et une nation africaine puissante. Des gens pourraient mourir à cause de votre incompétence. » Van der Berg essaya de se défendre. « Je ne savais pas qui il était. Comment aurais-je pu savoir ?» Winslow le coupa. « Vous auriez dû savoir. C'est votre métier de savoir. » Les marques sur son corps, son comportement, l'attitude des autres captifs envers lui, tout indiquait qu'il n'était pas un prisonnier ordinaire. Mais vous n'avez rien voulu voir. « Que voulez-vous de moi maintenant ?» demanda Van der Berg défait. Maurice refuse de coopérer rapidement. De Souza insiste sur ses droits de propriété. La bureaucratie coloniale française sur l'île est lente et corrompue. Nous avons besoin d'un autre angle d'approche. Winslow se pencha en avant. Vous allez écrire une déclaration officielle, sous serment, admettant que vous avez vendu Makanda sans vérifier correctement son identité. Cette déclaration sera utilisée dans les procédures légales à Maurice pour forcer la libération. Mais cela me ruinera, protesta Van der Berg. J'admettrai publiquement une négligence grave. Plus personne ne voudra faire affaire avec moi. C'est le moindre de vos soucis, répondit Winslow froidement. Si Makanda meurt en captivité, ou si une guerre éclate à cause de cette affaire, je vous promets que vous serez jugé et condamné. Vous passerez le reste de votre vie en prison si vous avez de la chance. Si vous n'en avez pas, les Zoulous trouveront un moyen de vous atteindre et leur justice sera moins clémente que celle des tribunaux européens. Van der Berg n'avait pas le choix. Il écrivit la déclaration, la signa devant témoins.
Chaque mot était une admission de sa culpabilité, de sa négligence, de son échec moral. Winslow partit avec le document, promettant que les procédures à Maurice seraient accélérées. Mais il avertit Vanderberg, « Ne quittez pas Lourenço Marques. Vous pourriez être convoqué pour témoigner. Et si vous disparaissez, je vous retrouverai. » Après le départ du navire britannique, Vanderberg resta seul dans son entrepôt. Pour la première fois depuis des années, il regarda vraiment autour de lui. Les cellules où tant d'êtres humains avaient été enfermés, les chaînes accrochées au mur, les marques de sang sur le sol qu'aucun nettoyage ne pouvait complètement effacer. Tout cela, il l'avait créé. Tout cela était le fruit de ses choix. João Santos le trouva assis dans son bureau, fixant le vide. « Patron, nous avons reçu un message. Les guerriers Zoulous sont à moins de 100 kilomètres de la frontière nord. Ils se déplacent vers la côte. » Vanderberg leva les yeux. « Combien sont-ils ? » Les rumeurs parlent de 50, peut-être 100 guerriers. Ce ne sont pas des soldats réguliers, ce sont des éclaireurs, des traqueurs. Ils cherchent quelque chose. Ou quelqu'un. Vanderberg comprit. Même si Makanda était à Maurice, les guerriers continuaient de chercher ceux qui étaient responsables de sa capture et de sa vente. Ils voulaient des noms. Ils voulaient des coupables. Et son nom à lui, Willem Vanderberg, était écrit dans les registres, murmuré dans les ports, connu de tous ceux qui avaient été impliqués dans cette transaction maudite. En novembre 1847, 8 mois après la vente fatale, plusieurs événements convergèrent simultanément. À Maurice, les pressions diplomatiques britanniques finirent par porter leurs fruits. Un juge colonial, sous pression directe du gouverneur, ordonna une enquête officielle sur le statut de l'homme connu sous le nom de travailleur numéro 87 sur la plantation de Sousa. Des témoins furent convoqués. Des experts en cultures africaines furent consultés. Les cicatrices rituelles de Makanda furent examinées et comparées avec des descriptions de marquages royaux zoulous. L'audience elle-même devint un événement marquant dans l'histoire coloniale de Maurice. Makanda fut amené au tribunal enchaîné, mais même dans cet état, sa présence imposait le respect. Plusieurs observateurs européens notèrent dans leurs journaux personnels qu'ils n'avaient jamais vu un homme captif porter ses chaînes avec une telle dignité. Quand on lui demanda de s'identifier, il le fit dans un français laborieux mais clair, récitant sa généalogie complète, remontant à 4 générations de rois zoulous. Un anthropologue britannique, convoqué comme témoin expert, examina les cicatrices et confirma qu'elles correspondaient exactement aux motifs rituels réservés aux fils de roi dans la tradition zoulou. Ces marques, expliqua-t-il au tribunal, étaient gravées lors de cérémonies sacrées et ne pouvaient être portées que par ceux de sang royal. Toute tentative d'imitation était punie de mort dans la société zoulou. Un imposteur n'aurait jamais osé porter de telles marques. De Sousa tenta désespérément de défendre sa position. Il produisit ses documents d'achat, argua qu'il avait agi de bonne foi, qu'il n'avait aucun moyen de savoir l'identité réelle de cet homme. Mais le juge fut inflexible. Le verdict fut sans appel. L'homme était bien qui il prétendait être. Makanda Ka Senzangakona, fils cadet de l'ancien roi zoulou, demi-frère du roi actuel. Sa capture et sa vente constituaient un acte illégal, même selon les lois coloniales qui autorisaient l'esclavage sous certaines conditions. Un membre d'une famille royale reconnue ne pouvait pas être légalement réduit en esclavage, car cela constituait essentiellement une agression contre une nation souveraine. De Sousa fut contraint de libérer Makanda immédiatement et de payer une amende considérable au gouvernement colonial. Mais ce qui frappa le plus les observateurs, ce fut le moment où les chaînes de Makanda furent retirées. Il se leva lentement, massa ses poignets marqués par des mois de fer, et regarda de Sousa directement dans les yeux. Il ne dit rien, mais son silence parlait plus fort que n'importe quelle parole. De Sousa, selon plusieurs témoignages, devint livide et quitta la salle d'audience en tremblant. Makanda fut remis aux autorités britanniques qui organisèrent son rapatriement vers le territoire zoulou avec tous les honneurs dus à son rang. On lui fournit des vêtements dignes,
de la nourriture décente, des quartiers confortables pendant qu'on préparait son voyage de retour. Des officiels britanniques vinrent lui présenter leurs excuses officielles pour l'outrage qu'il avait subi. Makanda les écouta poliment mais garda une réserve glaciale. Il acceptait leurs excuses non pour lui-même, mais pour éviter une guerre que son peuple ne pouvait se permettre à ce moment de son histoire. Mais le mal était fait. Makanda avait passé 8 mois en captivité. 8 mois où chaque jour, il avait coupé la canne sous le soleil brûlant, où chaque nuit, il avait dormi enchaîné sur un sol de terre battue, où chaque semaine, il avait vu ses compagnons mourir d'épuisement ou de maladie. Il avait été enchaîné, battu, forcé à un travail brutal, traité comme moins qu'un animal. Les cicatrices physiques guériraient avec le temps. Les marques du fouet sur son dos s'estomperaient, mais les cicatrices psychologiques resteraient gravées dans son âme pour toujours. Et avec lui, quand il rentrerait chez lui, il emporterait une histoire d'humiliation et d'injustice qui résonnerait à travers tout le royaume zoulou pendant des décennies. À Lourenço Marques, Vanderberg vivait dans une anxiété permanente qui rongeait sa santé et sa raison. Il dormait peu, sursautait au moindre bruit, voyait des menaces dans chaque ombre. Les guerriers zoulous continuaient de se rapprocher. Chaque semaine apportait de nouvelles nouvelles inquiétantes. Les informateurs rapportaient qu'ils avaient interrogé plusieurs marchands avec une efficacité brutale. Qu'ils avaient retrouvé la trace de Ferreira quelque part dans l'intérieur, près de la frontière du Natal. Le corps de Ferreira avait été découvert par des voyageurs une semaine plus tard, attaché à un arbre dans la brousse. Il portait des marques de torture méthodiques. Ses doigts avaient été brisés un par un. Ses yeux avaient été crevés. Avant de mourir dans son agonie, il avait manifestement parlé, donné des noms, révélé tout ce qu'il savait sur la capture et la vente de Makanda. Les guerriers zoulous ne tuaient pas par plaisir sadique, mais ils avaient des méthodes pour extraire la vérité de ceux qui avaient offensé leur prince. Le nom de Vanderberg devait être gravé dans leur mémoire maintenant, prononcé par les lèvres sanglantes de Ferreira avant sa mort. João Santos, fidèle jusqu'au bout, conseilla à Vanderberg de partir immédiatement, de fuir vers le sud, vers la colonie du Cap, où la protection européenne était plus forte, où les autorités pourraient le défendre contre des représailles zoulous. Mais Vanderberg hésitait encore, paralysé par l'indécision. Fuir signifierait abandonner son commerce, sa maison, tout ce qu'il avait construit patiemment pendant 20 ans. Et où pourrait-il aller, où la réputation de ce qu'il avait fait ne le suivrait pas? Les nouvelles voyageaient vite dans les colonies. Son nom était déjà prononcé dans les salons de Cape Town, dans les tavernes des ports, toujours avec ce même mélange de fascination morbide et de dégoût moral. Il se disait qu'il était en sécurité ici, protégé par les autorités portugaises, gardé dans son entrepôt fortifié. Il se disait que les Zoulous n'oseraient pas attaquer une installation européenne dans une ville coloniale. Mais au fond de lui, il savait que c'était de l'auto-illusion. Les guerriers qui cherchaient Makanda n'étaient pas des soldats réguliers suivant des ordres officiels. C'étaient des hommes liés par le sang et l'honneur, prêts à mourir pour venger leur prince. Les frontières coloniales et les protections diplomatiques ne signifiaient rien pour eux. La décision fut prise pour lui une nuit de la mi-novembre, sous un ciel sans lune. Vanderberg fut réveillé par des bruits dans la rue. D'abord des cris en portugais, des voix de gardes portugais qui patrouillaient le quartier du port, puis des coups de feu, puis un silence terrible, plus effrayant que n'importe quel bruit. Il se précipita à sa fenêtre et vit des flammes s'élever de son entrepôt. Pas un incendie accidentel, mais un feu délibéré, alimenté à plusieurs endroits simultanément pour assurer une destruction totale. Dans la lueur orange et dansante, il aperçut des silhouettes qui se déplaçaient avec une coordination militaire parfaite. Des hommes grands, la peau luisante de sueur dans la chaleur du brasier, se déplaçant avec une grâce mortelle. Guerriers zoulous, Vanderberg sentit son sang se glacer. Ils étaient venus. Après des mois de traque patiente, ils avaient enfin trouvé l'endroit et l'homme qu'ils cherchaient.
Il compta au moins une douzaine de silhouettes, peut-être plus, se déplaçant autour de l'entrepôt en flammes, comme des danseurs exécutant un rituel ancien. Il s'habilla en hâte, de mains tremblantes, saisit son pistolet chargé et la bourse d'or qu'il gardait toujours près de son lit pour les urgences, et sortit dans la nuit par la porte arrière de sa maison. L'air était épais de fumée et de l'odeur âcre du bois brûlé. L'entrepôt brûlait de manière spectaculaire, les flammes montant à plus de 10 mètres de hauteur, projetant des ombres dansantes sur les bâtiments voisins. Les gardes qu'il employait étaient tous morts, tués efficacement et silencieusement avant que l'alarme puisse être donnée. Leurs corps gisaient dans des positions grotesques, gorge tranchée d'un seul coup précis. Vanderberg reconnut João Santos parmi les morts, son contremaître fidèle qui avait essayé de le protéger jusqu'au bout. Une vague de culpabilité le submergea, mais il n'avait pas le temps de s'attarder. Il courut vers le port, espérant trouver un bateau, n'importe quel bateau prêt à partir immédiatement. Ses poumons brûlaient, son cœur battait si fort qu'il croyait qu'il allait exploser. Derrière lui, il entendait les guerriers qui ne le poursuivaient pas directement encore, mais qui détruisaient systématiquement tout ce qui portait son nom, tous les registres, tous les documents qui prouvèrent son existence et son commerce. Le port était à moitié endormi à cette heure. Quelques marins ivres titubaient sur les quais. Un navire marchand portugais était amarré, apparemment prêt à lever l'ancre avec la marée du matin. Vanderberg courut vers la passerelle, haletant, et héla le capitaine. « Je dois partir. Maintenant. Cette nuit. » Le capitaine, un homme rude nommé Mendes, le regarda avec suspicion. « Nous partons à l'aube, pas avant. Nous attendons la marée. »« Je paierai le double, le triple. » Vanderberg sortit sa bourse d'or, la vida sur le pont. Les pièces roulèrent et tintèrent dans la nuit. Mendes vit la lueur des flammes dans le quartier de l'entrepôt, entendit les cris lointains, comprit qu'il y avait des ennuis graves, mais l'or brillait tentant dans la lumière de la lanterne. « Monte, mais nous partons dans 1 heure au plus tôt. » Impossible de naviguer maintenant, la sortie du port est trop dangereuse sans lumière. Vanderberg monta à bord, se cacha dans une cabine, le pistolet chargé posé sur ses genoux. L'heure d'attente fut la plus longue de sa vie. Chaque minute semblait une éternité. Il entendait l'équipage s'activer sur le pont, préparant le départ dans l'urgence. Il entendait aussi, porté par le vent, les sons de destruction qui continuaient dans son quartier. Finalement, le navire commença à bouger, se détachant lentement du quai. Vanderberg monta sur le pont, incapable de rester enfermé plus longtemps. Dans les premières lueurs grises de l'aube, il se retourna pour regarder Lourenço Marques une dernière fois. Son entrepôt n'était plus qu'un squelette noirci, des poutres fumantes s'effondrant sur elles-mêmes. Sa maison aussi avait été incendiée. 20 ans de travail, réduits en cendres et en ruines. Mais plus que cela, c'était sa vie entière qui brûlait. Sa réputation, son identité, son sens de qui il était, tout était consumé dans ces flammes. Sur le quai, il aperçut une dernière image qui le hanterait pour toujours. Un groupe de silhouettes se tenait immobile, regardant le navire s'éloigner. Même à cette distance, il pouvait sentir le poids de leur regard, la patience froide de leur rage. Ils ne l'avaient pas attrapé cette nuit, mais leur message était clair. Ils savaient qui il était, ils savaient où il allait, et leur mémoire était longue. Le navire quitta le port, alors que le soleil se levait sur l'horizon. Vanderberg resta sur le pont, regardant Lourenço Marques disparaître dans la brume matinale. Il savait qu'il ne reviendrait jamais. Et il savait aussi que peu importe où il irait, une partie de lui resterait toujours là-bas, brûlant éternellement dans les flammes de ses propres actions. Vanderberg atteignit la colonie du Cap en décembre 1847. Le voyage avait duré 2 semaines, 2 semaines pendant lesquelles il n'avait presque pas dormi, sursautant au moindre bruit sur le navire, convaincu que d'une manière ou d'une autre, les guerriers zoulous le trouveraient même en mer. Il débarqua un homme brisé, vieilli de 10 ans en quelques mois, les cheveux devenus presque complètement blancs, les mains tremblant constamment.
Il s'installa d'abord dans une pension misérable du quartier portuaire de Cape Town, sous le faux nom de Willem Jansen, se présentant comme un ancien comptable tombé dans la malchance. Il ne pouvait pas utiliser ses véritables lettres de crédit, car elles porteraient son vrai nom et révéleraient son identité. Il vivait de l'or qu'il avait pu emporter, le faisant durer en vivant de manière spartiate, dans une chambre sordide qui sentait le moisi et la mer. Les premières semaines, il ne sortait presque pas. Il restait assis à sa fenêtre, regardant la rue, guettant des silhouettes qui pourraient être des guerriers zoulous déguisés. Chaque homme grand à la peau sombre le faisait paniquer. Il sursautait quand on frappait à sa porte. Il dormait avec son pistolet sous l'oreiller, et même ainsi, il faisait des cauchemars terribles. Dans ses rêves, il voyait Makanda debout dans les flammes de l'entrepôt, le regardant avec ce calme terrifiant, répétant encore et encore « Celui qui vend un roi mourra sans paix ». Mais le passé le hantait de manière plus concrète aussi. Il apprit par des journaux qui circulaient dans les colonies que Makanda avait été libéré et rapatrié avec honneur. Les Britanniques avaient organisé une cérémonie diplomatique élaborée à Durban, où Makanda avait été officiellement rendu à son peuple. Le gouverneur britannique lui-même avait présenté des excuses publiques. Les journaux décrivaient Makanda comme digne et réservé, acceptant les excuses avec la grâce d'un véritable prince. L'incident avait été officiellement clos, les relations diplomatiques préservées. Mais pour Van der Berg, rien n'était clos. Les guerriers qui avaient brûlé son entrepôt n'avaient pas été envoyés par le roi ou par des autorités officielles. C'étaient des fidèles de Makanda, des hommes qui lui avaient juré loyauté personnelle, agissant de leur propre initiative pour venger l'honneur de leur prince. Ces hommes n'obéissaient pas aux traités diplomatiques ou aux décisions politiques. Ils suivaient un code plus ancien, plus absolu. Et ces hommes avaient une mémoire qui durait des générations. Après quelques mois, quand son or commença à manquer dangereusement, Van der Berg fut contraint de chercher du travail. Il trouva un emploi comme comptable dans un petit commerce de textile, loin du monde des négociants et des affaires maritimes, où son vrai nom aurait pu être reconnu. Il travaillait des heures longues pour un salaire médiocre, vivant dans une pauvreté relative qui aurait été impensable quelques mois auparavant quand il était un marchand prospère. Il déménagea plusieurs fois au cours des années suivantes, changeant de nom à chaque fois, passant de Willem Jansen à Peter Decker à Hendrik Bosman. Chaque fois qu'il commençait à se sentir un peu plus en sécurité, qu'il commençait à croire que peut-être il avait échappé à son passé, quelque chose se produisait qui ravivait sa peur. Une fois, il croisa dans la rue un homme qui ressemblait à un des gardes qui avait travaillé pour lui à Lourenço Marques. L'homme ne le reconnut pas, ou fit semblant de ne pas le reconnaître, mais Van der Berg paniqua et quitta immédiatement la ville, abandonnant son emploi et ses maigres possessions. Une autre fois, il entendit dans une taverne des marins discuter de rumeurs selon lesquelles des vengeurs zoulous traqueraient toujours certains marchands impliqués dans l'affaire du prince captif. Les histoires étaient probablement exagérées, embellies par l'alcool et l'amour du sensationnel, mais elles suffirent à terrifier Van der Berg. Il ne dormit pas pendant 3 nuits, convaincu que chaque bruit nocturne annonçait l'arrivée de ses poursuivants. Il ne reprit jamais le commerce des esclaves, bien sûr. L'idée même lui était devenue physiquement répugnante. Parfois, dans ces nuits d'insomnie, il revoyait tous les visages des centaines, peut-être des milliers de personnes qui avaient transité par son entrepôt au fil des années. Tous ces êtres humains, réduits à des entrées dans un registre, à des prix sur un contrat. Il voyait leurs yeux, entendait leurs pleurs étouffés, sentait le poids de leur désespoir. Et parmi tous ces visages, celui de Makanda se détachait toujours, calme et certain, le regardant avec un jugement silencieux. Il essaya une fois d'écrire une lettre à Makanda. Une tentative pathétique de s'excuser, d'expliquer, de demander peut-être un pardon qu'il savait ne pas mériter. Il passa des heures à rédiger cette lettre, la réécrivant encore et encore, cherchant les mots justes. Mais finalement,
Il la déchira et la jeta dans le feu. Que pourrait-il dire? Comment pourrait-on s'excuser d'avoir réduit un prince en esclavage? Certaines actions étaient au-delà de toute rédemption possible. En 1853, 6 ans après les événements qui avaient détruit sa vie, Van der Berg vivait dans une petite pension à l'extérieur de Cape Town, dans un village côtier dont il a déjà oublié le nom. Il travaillait comme clerc pour un avocat local, un travail monotone qui consistait à recopier des documents légaux pendant des heures. Il avait 60 ans, mais en paraissait 20 de plus. Ses cheveux étaient complètement blancs, son visage creusé de rides profondes, ses mains tremblant constamment d'un tremblement nerveux qu'aucun médecin ne pouvait soigner. Les années de stress et d'anxiété constantes avaient rongé sa santé. Il souffrait de palpitations cardiaques fréquentes, d'insomnie chronique, de douleurs thoraciques qui le laissaient parfois haletant et incapable de bouger. Les médecins qu'il consultait lui prescrivaient du repos, de l'air frais, moins de soucis. Mais comment pouvait-il se reposer quand chaque nuit apportait les mêmes cauchemars? Comment pouvait-il arrêter de s'inquiéter quand il savait que quelque part des hommes se souvenaient de ce qu'il avait fait? Le 23 novembre 1853, exactement 6 ans après la nuit où son entrepôt avait brûlé, Van der Berg rentra dans sa chambre après une journée de travail épuisante. Il se sentait particulièrement fatigué ce soir-là, une fatigue qui semblait venir de ses os mêmes. Il prépara un maigre dîner, essaya de lire un journal à la lumière d'une chandelle, mais les mots dansaient devant ses yeux. Il se coucha tôt, espérant pour une fois trouver un sommeil paisible. Mais vers minuit, il fut réveillé par un bruit dans sa chambre. Quelqu'un avait ouvert sa porte, malgré le verrou qu'il vérifiait toujours 3 fois avant de se coucher. Dans l'obscurité, il distingua une silhouette. Un homme grand, se déplaçant avec une grâce silencieuse qui lui était terriblement familière. Van der Berg voulut crier, saisir son pistolet, mais une paralysie étrange s'était emparée de lui. Son cœur battait si fort qu'il croyait qu'il allait exploser dans sa poitrine. L'homme s'approcha et alluma la chandelle près du lit. Dans la lumière tremblante, Van der Berg vit son visage. C'était Makanda. 6 ans plus tard, le prince Zoulou se tenait dans sa chambre. Il portait des vêtements de voyage européens, mais autour de son cou pendaient des colliers de perles traditionnels zoulous. Son visage était plus marqué qu'avant, des rides profondes encadrant sa bouche et ses yeux, mais ses yeux eux-mêmes n'avaient pas changé. Ce même regard calme, patient, certain. « Tu m'as reconnu ?» dit Makanda en français, avec un accent mais clairement. « Bien, je voulais que tu saches qui j'étais. » Van der Berg essaya de parler mais aucun son ne sortit de sa gorge. Makanda s'assit calmement sur l'unique chaise de la chambre, comme s'il rendait une visite sociale ordinaire. « J'ai été libéré il y a presque 6 ans. J'ai repris ma place parmi mon peuple. J'ai aidé à négocier avec les Britanniques, à protéger mon royaume contre leurs ambitions. Ma vie a continué. » Il fit une pause, son regard ne quittant jamais celui de Van der Berg. Mais je n'ai jamais oublié les 8 mois que j'ai passés dans les champs de canne à sucre, les coups de fouet, les chaînes, l'humiliation de voir mon peuple réduit à de la marchandise. Et je n'ai jamais oublié ton nom, Willem Van der Berg. Van der Berg trouva finalement sa voix, à peine un murmure. Je ne savais pas qui vous étiez. Makanda hocha la tête lentement. Non, tu ne savais pas. Mais aurais-tu agi différemment si tu l'avais su? Ou aurais-tu simplement demandé un meilleur prix? Le silence qui suivit cette question fut comme un verdict. Mes guerriers voulaient te tuer cette nuit-là, à Lourenço Marques, continua Makanda. Ils avaient le droit. Tu avais vendu leur prince. Dans notre loi, c'est un crime puni de mort. Mais je leur ai dit de t'épargner. Sais-tu pourquoi? Van der Berg secoua la tête, incapable de parler. Parce que je voulais que tu vives avec ce que tu avais fait. La mort aurait été trop rapide, trop miséricordieuse. Je voulais que tu passes le reste de tes jours à regarder par-dessus ton épaule, à sursauter à chaque ombre, à te demander quand ta dette serait réclamée. Et c'est ce que tu as fait, n'est-ce pas? Makanda se leva, s'approcha du lit. Van der Berg sentit son cœur s'emballer encore plus,
la douleur dans sa poitrine devenant insupportable. « Je ne vais pas te tuer, Willem Vanderberg, je ne vais même pas te toucher. Mais je voulais que tu saches que je suis venu, que je t'ai trouvé, que malgré tous tes changements de nom, tous tes déménagements, toutes tes précautions, tu ne pouvais pas échapper. Un homme ne peut pas échapper à ce qu'il a fait. » Il se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Dors maintenant si tu peux. Ton cœur ne tiendra plus très longtemps de toute façon. Je le vois. Tu meurs déjà de ta propre peur et de ta propre culpabilité. C'est une justice plus parfaite que tout ce que je pourrais t'infliger. » Il sortit aussi silencieusement qu'il était entré, fermant la porte derrière lui. Vanderberg resta allongé dans son lit, fixant le plafond, la douleur dans sa poitrine se propageant dans son bras gauche. Il savait ce que cela signifiait. Son cœur était en train de céder, mais étrangement il ne ressentait plus de peur. Seulement une fatigue immense, un soulagement presque. C'était fini. La fuite perpétuelle, l'angoisse constante, tout cela touchait à sa fin. Il ferma les yeux. Sa dernière pensée fut pour tous ces visages dans son entrepôt, toutes ces vies qu'il avait brisées. Il se demanda si quelque part, dans quelque concept de justice universelle, il y aurait un endroit où il devrait répondre de ses actes. Il espérait presque qu'il y en ait un. Le matin suivant, la propriétaire de la pension le trouva mort dans son lit. Le médecin qui examina le corps nota dans son rapport: défaillance cardiaque, probablement causée par épuisement nerveux chronique et stress prolongé. Le sujet présentait tous les signes d'une anxiété pathologique de longue durée. Mais la propriétaire, quand on l'interrogea, mentionna quelque chose d'étrange. La veille au soir, elle avait vu un homme grand, à la peau sombre, élégamment vêtu, entrer dans la pension. Il avait demandé quelle chambre occupait Monsieur Bosman. Elle lui avait indiqué, supposant qu'il s'agissait d'un ami ou d'un associé. L'homme était resté environ 1 heure, puis était reparti sans un mot. Le lendemain matin, Monsieur Bosman était mort. Y avait-il un lien? Les autorités coloniales ne virent aucune raison de mener une enquête approfondie. Un homme sans importance, vivant sous un faux nom, mort de cause apparemment naturelle. Rien qui mérite une attention particulière dans une colonie où les gens mouraient tous les jours pour 1000 raisons différentes. Son corps fut enterré dans un cimetière anonyme, à la périphérie de la ville, sous le nom de Hendrik Bosman. Aucune pierre tombale ne fut placée. Aucune cérémonie ne fut organisée. Quelques collègues de travail assistèrent à l'enterrement par obligation sociale, mais aucun ne pleura. Comment aurait-on pu pleurer un homme que personne ne connaissait vraiment? Le vrai Willem Vanderberg disparut ainsi de l'histoire, emportant avec lui ses secrets et sa culpabilité. Les autorités ne firent jamais le lien entre le respectable marchand de Lourenço Marques et le clerc solitaire mort dans l'obscurité à Cape Town. Quant à Makanda, il retourna dans son royaume et vécut encore 23 ans après sa libération. Il devint un conseiller important et respecté pour son demi-frère le roi, jouant un rôle crucial dans les négociations complexes avec les puissances coloniales britanniques pendant les années turbulentes qui précédèrent les guerres anglo-zoulous. Ces mois en captivité lui avaient donné une compréhension unique de la mentalité européenne, de leurs forces, mais surtout de leurs faiblesses, de leur hypocrisie morale et de leurs divisions internes. Cette connaissance, payée au prix de tant de souffrances, servit bien son peuple dans les décennies qui suivirent. Mais il ne parla jamais publiquement de son expérience comme esclave. C'était un secret qu'il gardait jalousement, partagé seulement avec ses guerriers les plus fidèles et avec quelques membres de sa famille proche. Il laissa les rumeurs et les légendes se développer autour de cette période sombre de sa vie, sachant que parfois, le mystère était plus puissant que la vérité complète. Certains disaient qu'il avait pardonné à ses ravisseurs, suivant les traditions de réconciliation et d'ubuntu de sa culture. D'autres murmuraient qu'il avait personnellement traqué chaque homme impliqué dans sa capture et sa vente, exécutant une vengeance silencieuse et méthodique qui ne laissait aucune trace. La vérité, comme souvent dans l'histoire, restait ambiguë, cachée derrière des couches de secrets et de légendes.
Mais ceux qui connaissaient Makanda personnellement disaient qu'après son retour, il y avait quelque chose de changé en lui. Une dureté nouvelle dans son regard quand il traitait avec les Européens. Une détermination froide dans sa voix quand il parlait de protéger l'indépendance de son peuple. L'humiliation qu'il avait subie ne l'avait pas brisé. Elle l'avait trempé, comme on trempe l'acier dans le feu, le rendant plus fort, mais aussi moins flexible, moins disposé au compromis. Les registres de Vanderberg, ceux qui avaient échappé aux flammes de son entrepôt, furent saisis par les autorités britanniques lors de leur enquête initiale. Ils furent déposés dans des archives coloniales à Londres, où ils dorment encore aujourd'hui dans des boîtes poussiéreuses rarement consultées. Ces documents constituent un témoignage détaillé et glaçant d'un commerce qui réduisait des êtres humains à des lignes dans un grand livre comptable, à des prix et des dates de transaction. Pour les historiens qui les ont étudiés, ils représentent une fenêtre rare sur les mécanismes bureaucratiques de l'esclavage, la banalité administrative du mal. Un chercheur britannique, en 1923, plus de 70 ans après les événements, tomba sur ces registres par hasard lors de recherches sur les relations coloniales britanniques avec le royaume zoulou. Il découvrit l'entrée concernant Makanda, nota les détails de la transaction et commença à reconstituer l'histoire complète en croisant les registres avec d'autres documents diplomatiques et témoignages. Son article académique, publié dans une revue d'histoire coloniale obscure, fut largement ignoré à l'époque. Mais il planta une graine. D'autres historiens, des décennies plus tard, redécouvrirent cette histoire et la développèrent. Certains y virent une simple erreur commerciale aux conséquences disproportionnées, un exemple des risques du commerce d'esclaves, même pour ceux qui le pratiquaient. D'autres y virent un symbole puissant de l'arrogance coloniale et de ses limites inévitables, une démonstration que même les systèmes d'oppression les plus organisés contenaient les germes de leur propre destruction. Quelques-uns, particulièrement parmi les historiens africains, notèrent que cette affaire, bien que peu connue du grand public, avait peut-être influencé les politiques coloniales britanniques envers les royaumes africains dans les décennies suivantes, les rendant plus prudents, plus conscients que tous les Africains n'étaient pas des victimes passives, mais des acteurs politiques avec lesquels il fallait négocier avec respect. Mais au-delà des analyses historiques et des débats académiques, l'histoire de Willem Vanderberg et de Makanda reste profondément, douloureusement humaine. C'est l'histoire d'un homme qui croyait pouvoir réduire d'autres êtres humains à de simples marchandises, qui pensait que son organisation bureaucratique et sa comptabilité méticuleuse le protégeraient des conséquences morales de ses actions, et qui découvrit trop tard que certaines personnes portaient un poids, une dignité, un pouvoir qui ne pouvait être mesuré en pièces d'or ou inscrit dans des registres commerciaux. C'est l'histoire de la justice, qu'elle soit collective ou personnelle, de la vengeance qui peut prendre 1000 formes, ou peut-être simplement du destin inexorable qui rattrape ceux qui croient pouvoir échapper aux conséquences de leurs actes. C'est l'histoire d'un prince qui fut enchaîné, mais jamais brisé, qui survécut à l'humiliation la plus totale et revint non seulement intact mais renforcé, pour jouer un rôle crucial dans la survie de son peuple face à l'expansion coloniale européenne impitoyable. Et c'est aussi l'histoire des milliers d'autres captifs qui passèrent par l'entrepôt de Vanderberg, dont les noms ne furent jamais écrits dans les journaux, dont les souffrances ne déclenchèrent jamais d'incidents diplomatiques, dont les destins furent brisés dans l'anonymat et l'oubli. Chacun d'eux avait une histoire, une famille, une vie qui avait de la valeur et du sens. Mais seul Makanda, par l'accident de sa naissance royale, eut la chance d'être remarqué, recherché, libéré. Les autres restèrent dans les ombres de l'histoire, leur voix étouffée par le temps et l'indifférence. Dans les villages zoulous, encore aujourd'hui, on raconte parfois l'histoire de Makanda, le prince qui fut vendu comme esclave et qui revint. Les détails varient selon les versions, selon les conteurs, selon les générations. Certaines l'embellissent avec des éléments merveilleux, transformant son retour en épopée héroïque.
D'autres restent plus proches des faits historiques vérifiables, soulignant les aspects politiques et diplomatiques de l'affaire. Mais toutes ces versions, qu'elles soient ornées ou sobres, partagent un message central, une vérité qui transcende les détails spécifiques. Ce message est simple mais puissant, même dans les circonstances les plus sombres, même quand tout semble perdu. La dignité humaine peut persister. Même enchaîné, un roi reste un roi dans son esprit et dans son cœur. L'oppression peut briser des corps, mais elle ne peut pas toujours briser des âmes. Et ceux qui oublient cette vérité fondamentale, ceux qui traitent des êtres humains comme de simples objets sans valeur intrinsèque, le font à leur risque et péril. Car tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, la justice trouve son chemin. Parfois elle vient sous forme de lois et de tribunaux. Parfois elle vient sous forme de guerriers portant des lances dans la nuit. Et parfois, peut-être, elle vient de l'intérieur, sous forme de culpabilité rongeur qui consume un homme de l'intérieur jusqu'à ce que son propre cœur cède sous le poids. Alors, croyez-vous que tout a été révélé dans cette histoire? Pensez-vous que Van der Berg est mort de cause naturelle, épuisé par sa propre peur et sa culpabilité? Ou croyez-vous que Makanda a eu sa revanche finale d'une manière que les médecins coloniaux n'auraient jamais pu comprendre ou détecter? La justice était-elle celle des tribunaux européens ou celle plus ancienne et plus mystérieuse des traditions africaines? Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a captivé, si elle vous a donné des frissons et vous a fait réfléchir sur les actions et leurs conséquences, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de la partager avec ceux qui, comme vous, sont fascinés par ces récits sombres et troublants tirés des recoins oubliés de l'histoire. Car parfois, la vérité est plus terrifiante, plus complexe et plus profondément inquiétante que n'importe quelle fiction que nous pourrions inventer.